Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous voici dans les dossiers de la Diasparole et nous allons parler des maladies endémiques et épidémiques, le cas du coronavirus Covid-19. Bonjour chers auditeurs, Myriam Bayoko pour vous servir et nous avons comme invité le Dr Ndé de Prevent ASBL qui est également épidémiologiste. Veuillez déjà nous excuser pour les petites interférences. Bonne écoute. Bonjour Dr Francis Ndé, ici Myriam Bayoko de Radio Campus. Ah bien, comment ça se retrouve? Bonjour. Mais oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. On gère bien le confinement. Oui, vous gérez ça bien? Disons que oui, on essaye. Pas trop fatigué? On a des petits trucs pour s'en sortir quand on est confiné. Ah ouais, j'imagine, en tant que médecin. Oui. Et vous allez nous donner vos astuces? Et sportif, voilà, je fais beaucoup de sport. Ah d'accord, le sport est recommandé. Absolument. Mais en tout cas, Dr Ndé, merci, comme d'habitude, toujours efficace par rapport à diverses questions qu'on aimerait vous poser concernant le coronavirus. Aujourd'hui, pour la Diasparole, on va parler du coronavirus. Et donc, je voulais vous demander déjà de nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que la maladie endémique et épidémique. Ah, bien. Là, disons que globalement, une épidémie, on va dire, voilà, c'est une maladie généralement infectieuse qui se répand de façon très rapide dans un groupe de population, mais alors localisé. Donc, ça peut être une ville, un petit village, une commune, peut-être un pays même. Et donc, c'est encore localisé. Alors, on passe à une pandémie quand, effectivement, on dépasse les limites d'un seul pays et qu'on se retrouve dans plusieurs pays et que la maladie continue à se répandre et elle n'est plus aussi limitée. Donc, c'est une épidémie à grande échelle, à l'échelle globale, on va dire. Vous voyez, donc, et qui fait des dégâts, évidemment. Donc, le coronavirus est une pandémie. Effectivement. Donc, tant que le corona se répandait dans un seul pays, c'était une épidémie localisée. Mais à partir du moment où le virus a commencé à dépasser les frontières des pays pour se généraliser dans le monde, à ce moment, c'est devenu une pandémie. Mais docteur Ndé, ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant d'arriver, comme vous nous expliquez, à une pandémie, c'était d'abord un virus localisé. Alors, comment se fait-il qu'on en arrive à cette pandémie et qu'au final, on est totalement... on ne sait pas quoi faire. On est totalement en alerte par rapport à ce qui se passe. Vu que ce qui s'est passé en Chine, on nous dit, voilà, ça se passe en Chine, ils arrivent à régler le problème. Et puis finalement, on se retrouve à une pandémie. Oui, effectivement, c'est une question qui est assez pertinente, qui est même très pertinente, parce que quand on voit le niveau actuellement du développement mondial, oui, on se demande comment on peut se laisser surprendre par une telle situation. Ça, c'est vraiment c'est la preuve qu'il y a quand même encore des choses à faire au niveau de l'humain. Maintenant, il y a des facteurs qui peuvent expliquer plusieurs facteurs, je ne les ai pas tous, mais il y a des choses qui peuvent permettre quand même de comprendre que voilà, qu'on en soit là. Donc, je vais dire des choses qui m'engagent, moi, personnellement. Bien sûr. Donc, quand on regarde la mondialisation, les échanges, les connexions et les interconnexions interhumaines, on voit quand même qu'il y a un échange très régulier des contacts. Donc, pour une maladie comme celle-là, ce n'est pas très étonnant qu'elle se répande aussi vite. Oui. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'ait pas brisé la chaîne d'expansion. La deuxième chose que je voudrais signaler quand même qui est assez choquante, c'est que pour une telle maladie, on a des instances internationales, je ne vais pas les citer, qui sont censées quand même... Nous savons très bien de quoi vous parlez, docteur. qui
censée être vigilante et avoir des systèmes d'alerte, des experts également, qui veillent et en cas de telle situation, qui est des réactions immédiates pour qu'on n'en arrive pas à ça, parce qu'on voit bien que les conséquences sont désastreuses. Donc, on peut être surpris de cela. Donc, ça veut dire que soit il y a une défaillance à ce niveau, soit il y a une volonté, ou plutôt un manque de volonté de réagir, j'en sais rien, mais bon, je dis encore une fois, je n'ai pas envie de... Donc, ça, ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Autre chose qui est assez, qui pourrait expliquer cela aussi, c'est un manque de volonté des localisations où cela a pu commencer. Ouais. Un manque de bonne foi. C'est-à-dire, voilà, on a quelque chose qui commence, est-ce qu'on veut garder une belle image et on cache l'information au point qu'on en arrive à une situation désastreuse mondiale parce qu'on a voulu préserver sa petite identité ou son petit, je ne sais pas trop quoi. Oui, pour rebondir, il y a clairement une envie de... Enfin, je vais pas dire une envie, mais il y a clairement de la désinformation. Je sais pas, vous engagez pour vos propos. Oui, je m'engage à dire clairement que j'ai l'impression qu'il y a clairement un problème de désinformation, en tout cas, parce que si je prends le cas de la Chine, qui est une puissance mondiale et au niveau technologique qui nous dépasse même ici en Europe, comment se fait-il qu'une puissance aussi énorme ne puisse pas nous dire tout simplement, ben voilà, nous avons un problème qui risque de créer une pandémie. Exactement. Donc, c'est pour ça que je disais qu'au-delà de tous ces autres facteurs que j'ai cités, il y a ceux-là qui sont un peu égoïstes plutôt, ou égoïstes, ou bien un souci de préserver une image, oui, de ce que ça peut avoir comme impact sur soit l'économie, soit plein d'autres choses, puisqu'on parle l'économie est quand même maintenant le moteur, ou plutôt la chose sur laquelle tout le monde veut bien. Oui, on peut dire que l'économie est plus importante que l'humain de nos jours. Bon, je ne sais pas où, mais ça semble en tout cas être une des hypothèses qui puisse expliquer qu'on n'ait pas réagi très tôt en informant au moins. Oui. Je parle des pays de départ de cette crise sanitaire, qu'il n'y ait pas pu avoir une information. Voilà. Et maintenant, malheureusement, l'impact est de nouveau global. Donc, on ne sait pas si finalement ça a aidé, à moins que ce fût été volontaire pour justement mettre tout le monde dans le pétrin et s'en sortir mieux. Bien sûr. Vraiment pousser la réflexion pour être un peu vicieux dans la réflexion. Mais ceci dit, ce n'est pas compréhensible qu'on puisse en arriver là dans le monde d'aujourd'hui. Oui. Avec le niveau de développement d'aujourd'hui, la vigilance qu'on a, les expertises, etc. C'est pas... Donc, voilà. On va dire que ce n'est pas logique, mais en tout cas c'est arrivé et on est en plein dedans. Donc il serait vraiment nécessaire que nos gouvernements fassent le plus possible pour rassurer la population et déjà aussi le personnel soignant, parce que vous êtes vous êtes face à la pandémie chaque jour. Oui, ça c'est si vous revenez dans le cas pratique du pays où on se trouve, effectivement, il y a des choses qui sont faites. Et il y a tout ce que j'appelle les soldats du feu, pour qui de temps en temps je fais une petite mélodie sur mon piano pour dire merci. C'est les soldats du feu, c'est des personnes qui sont vraiment au feu de l'action et qui sont au front. Oui. Et je crois que ça mérite que ces personnes aient le maximum de protection possible pour continuer à combattre ce virus et sauver des vies. Donc je crois qu'effectivement, oui, c'est un personnel qui est assez exposé en ce moment. Bien sûr. Mais alors, docteur, si on pouvait faire un résumé alors de comment on en est arrivé là, on peut dire que c'est l'économie qui prime, on peut dire que c'est ce besoin de donner une bonne image de son pays. Qu'est-ce qu'on pourrait englober pour que les gens puissent comprendre que finalement, c'est pas simplement une guéguerre entre moi je veux être le premier avant un tel ou un tel, mais plutôt se dire que voilà, on a été quand même aussi surpris par rapport à cette pandémie. Oui, je crois que personnellement, quand je regarde l'histoire, encore une fois, on a ce qu'on nous présente. Donc quand on voit qu'il y a un jeune médecin qui a
tout de suite identifié le problème et qu'il a été arrêté. Il en est d'ailleurs mort, hein, il est mort de ce virus. Oui. Il a été arrêté alors qu'il tirait juste la sonnette d'alarme, il mettait les gens au courant de ce qui se passait, de ce qu'il observait. On peut se poser des questions. On peut se poser des questions parce qu'à ce moment, on aurait pu réagir. Il a vraiment observé la situation très tôt dans son unité et il a été plutôt maltraité, on va dire. Donc quand on voit ça, on se dit, mais tiens, pour un médecin, quelqu'un, je ne veux pas être orgueilleux, mais je veux dire un médecin qui a fait quand même, qui est expert dans ce domaine, qui attire l'attention sur un phénomène et qu'on ne le croit pas ou qu'on essaie de le faire taire, moi je trouve que ça ne se comprend pas. Il faut comprendre les raisons fondamentales de cette réaction qu'il y a eu. Bien sûr. Et donc, on ne peut que spéculer malheureusement avec ça. On était bien conscient de ce qu'il disait, que ce qu'il disait était réel et vrai. Et si on a pu l'arrêter et le faire taire, ou alors le pousser à se taire, alors qu'il dénonçait, il exposait un phénomène réel, on peut se poser des questions sur les raisons de cela. Est-ce que ça risquait de créer un désordre économique éventuel? Oui. On n'en sait rien. Donc, ça pose problème, ça pose question. Après, si effectivement, comme d'autres spéculations le font penser, il fallait qu'on laisse bien que ça arrive effectivement, bon, on pourrait aussi se poser des questions. Pourquoi? Donc, c'est difficile à comprendre et on peut résumer, chacun peut résumer comme il pense. Moi, oui. J'ai ma petite pensée à moi, c'est assez dur comme pensée. Je crois que les gens ont mis l'économie devant au début de cette pandémie. Oui. Le pays aussi a commencé et qu'ils ont eu peur de l'image que ça aurait eu de présenter cela. Ça, c'est ma première hypothèse. La deuxième, effectivement, bon, je ne veux pas être complotiste et je préfère ne pas donner la deuxième. On va pas rentrer dans ce sujet, mais c'est bien d'avoir votre avis parce que je suppose que d'autres personnes ont peut-être le même avis que vous. Bon, si moi je dois vous exposer ce que je pense, c'est que c'est clair que ça va au-delà je sais pas comment dire, ça va au-delà de notre compréhension. Je pense que voilà, l'économique est souvent même trop mis en avant et il n'y a rien à faire. L'humain est toujours désavantagé face à l'économique. Hélas. Pourtant, c'est l'humain qui fait l'économie. Tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça. C'est paradoxal. Mais en tout cas, oui, c'est bien d'avoir votre avis comme on est en train de parler de ça et vu qu'on a eu tellement d'informations, je voudrais revenir à finalement de l'explication du coronavirus. Est-ce qu'il y a un seul coronavirus ou il y en existe plusieurs? Disons que le coronavirus, c'est un virus qui est normalement, il est très ancien, il date des milliers d'années. C'est un virus qui existe normalement, c'est un virus ami entre guillemets, il vit dans les animaux. Il ne nous cause pas souvent problème, sauf ces dernières décennies où il y a eu 3 formes qui sont passées de l'animal à l'homme. Oui. C'est un virus qui normalement se trouve au niveau des animaux. Il y a notamment les chiens, les chats, les porcs, certains ruminants, des dromadaires par exemple, mais la volaille aussi d'ailleurs. On a ce virus qui vit normalement chez certains animaux. Maintenant, il y a quelques décennies, il y a eu un changement qui a fait que le virus commence à se transformer. Par quel mécanisme, je ne veux pas en parler, mais qu'il se transforme en des virus qui peuvent passer de l'animal à l'homme. C'est comme ça qu'on a eu le SRAS il y a quelques années. C'est tout simplement le syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, ce coronavirus a pris une forme qui pouvait se transmettre à l'homme. D'accord. Il y a eu le MERS, qui est le Middle East Respiratory Syndrome, c'est aussi une forme de corona, tout simplement, mais ça prend souvent les noms géographiques de l'endroit où on les découvre, entre guillemets. Donc, ce sont les deux qui récemment ont créé les problèmes et que vous voyez quand vous voyez dans certaines images en Asie, oui. On marche de façon tellement régulière avec des masques. C'est parce que ces virus ont pris une forme et on sait qu'ils se transmettent par voie respiratoire, donc ils se sont habitués à se protéger à certaines périodes pour ne pas attraper ces virus-là. Maintenant, ici, le plus récent, c'est le Covid. C'est aussi un SARS, un virus respiratoire qui crée un syndrome respiratoire, qui dérive également de ces familles-là qui créent la pandémie actuelle. Et donc,
tout simplement des virus. Corona, c'est un virus. En fait, les virus sont des tout petits germes, plus petits encore que des bactéries, Oui. de diverses formes. Et ici, le corona, c'est parce que sa forme au microscope électronique donne l'impression d'une couronne. Ce sont des récepteurs qui donnent cette forme-là, les parties superficielles qui donnent cette forme. Et donc, on l'appelle ainsi. Mais en fait, ce virus, je vous dis, il existe depuis longtemps chez les animaux. Ce sont ces transformations qui en font un virus qui peut alors désormais se transmettre d'un homme à un autre et causer des dégâts. Donc ce virus est modifié génétiquement si ça arrive jusqu'à l'homme. Absolument. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. Oui, tout à fait, c'est modifié génétiquement, oui. Et vous savez, vous nous avez expliqué, vous nous avez bien expliqué comment est-ce que ce virus existe depuis des années en fait chez les animaux, qu'il a muté chez l'homme, mais comment a-t-il fait pour muter jusqu'à l'homme? Ah voilà, là est la question. Là est la question. C'est-à-dire que c'est une modification. Il faut savoir, cette question ne peut pas éluder une autre qui est celle de l'existence de certains laboratoires. Des laboratoires qui sont des laboratoires de haut confinement. Oui. Il y a des laboratoires qui sont classés à niveau 1, 2, 3, 4. Et le 4, c'est vraiment celui qui est le plus à risque parce qu'on y manipule, on y conserve des micro-organismes les plus dangereux. Oui. Qui, dans le passé, ont dû créer des pandémies ou alors qui sont là pour des manipulations génétiques parce qu'on veut trouver certains traitements, etc. Ou alors on veut comprendre le fonctionnement de ces gènes ou se préparer au cas où, si ça arrivait que dans la nature, ils se développent, qu'on puisse réagir. Donc, on a ces laboratoires qui sont de haut confinement où on manipule ce genre de micro-organismes. Maintenant, il y a la nature. Donc, quand je disais que ce virus est modifié, effectivement, soit il est modifié volontairement, oui. soit il est modifié de façon naturelle. Techniquement, les deux sont possibles. C'est-à-dire que on peut partir d'un virus qui est naturellement chez les animaux, et parce que le virus, lorsqu'il se multiplie, au moment de ce processus de multiplication, il peut avoir une mauvaise photocopie. C'est un processus normal, on peut avoir un changement, une mutation naturelle qui fasse que le virus, que le nouveau qui va naître devienne différent du précédent et qu'il commence à nuire, contrairement au précédent. D'accord. Ça, c'est naturel, c'est dans la nature, ça arrive une fois sur X temps, on ne le sait pas très bien. Maintenant, il y a la possibilité technique réelle, donc la possibilité vraie, possible, rationnelle, d'une modification, parce que dans ces laboratoires dont je parlais, on a la possibilité de changer des séquences du génome du virus. Le virus a son ADN, son ARN selon le cas. Et donc, on peut aller changer des séquences spécifiques pour voir certains fonctionnements ou bien pour produire certaines protéines, etc. Ce sont des modifications, ce sont des manipulations génétiques normales, entre guillemets, parce qu'on fait de la recherche. Donc, que ce soit dans l'une ou l'autre possibilité, on voit bien qu'on peut avoir un nouveau virus à partir d'un virus qui initialement était existant et calme. Alors ici, il y a beaucoup de spéculations. Il y a un courant de pensée le plus connu et le plus répandu qui est de dire qu'il est naturel, il était chez la chauve-souris, puis il est passé par le pangolin, puis il est chez l'homme. Oui. On aurait pu dire qu'il est passé par le serpent ou par, je sais pas moi, le rat, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, ça, encore une fois, j'ai pas envie de spéculer là-dessus. Bien sûr. Donc, on donne une hypothèse de la transformation de ce virus qui serait passé de la chauve-souris en passant par le pangolin, etc. Bon, ça c'est officiel. Maintenant, il y a ceux qui pensent, et des personnes qui sont aussi quand même non négligeables. J'ai encore entendu parler d'un grand professeur qui était prix Nobel de la médecine, qui disait, en direct, sur certains plateaux, mais évidemment, on ne peut pas le passer pendant longtemps, il disait que ce virus a été clairement modifié. D'accord. Il affirmait. Je dis bien que c'est un prix Nobel de la médecine. D'ailleurs, qu'il a travaillé sur le virus, sur le VIH. Donc, il a dit, et bon, il s'est permis de le dire. Il y en a certainement qui pensent comme lui, mais qui ne peuvent pas s'afficher parce que c'est... Bien sûr, oui. Derrière. Donc ça, moi, je reste un peu formel, je reste un peu rationnel sur les possibilités. Donc, je ne prends pas parti, j'ai aussi peur,
Donc, on va dire que ce virus peut avoir naturellement été transformé, comme il peut avoir réellement, volontairement été modifié. Et après, il est pu échapper, il est pu par mégarde, par accident, parce que ces laboratoires dont je parle sont des laboratoires dits de haute sécurité. Mais quand on regarde encore les propos des États-Unis et des responsables qui disent qu'ils ont alerté leur gouvernement sur le manque de la sécurité dans ce laboratoire niveau 4 de Wuhan, voilà, on peut se poser des questions. Ça reste l'Amérique et ce qu'ils peuvent déclarer, ça les regarde. Mais quand ils disent que ce laboratoire n'était pas très sécurisé, ça pose des questions aussi. On peut se poser la question de savoir s'il n'était pas si sécurisé. C'est donc possible qu'il y ait eu une fuite. Mais je pense, Dr D, que toute la population se pose énormément de questions. Comme vous avez dit, bien sûr, il y a le côté rationnel où voilà, ce virus est naturel et peut muter de façon naturelle, comme il peut muter en ayant été un petit peu chipoté dans les laboratoires. Donc maintenant, on doit se poser la question, est-ce de manière naturelle ou non naturelle ? Et ce qui est problématique, si je peux me permettre, c'est que maintenant, à l'allure où ça va, ce virus peut encore muter. Donc on va dire que les premiers tests que nous avons faits ne sont peut-être pas favorables du fait que ce virus est encore en train de muter. D'où ça revient à un cercle hyper vicieux, parce que on ne sait pas ce qu'il en est de ce virus. Je me demande si tu n'es pas généticien par hasard. Très cher docteur, on s'informe. Effectivement, tu t'informes bien parce qu'effectivement, certaines études montrent effectivement qu'il n'a plus totalement la forme de départ, notamment dans certaines parties de l'Amérique du côté Est, je crois, ou Ouest plutôt, parce qu'on pense qu'au fil des transmissions, effectivement, il peut changer de nouveau. Et la bonne nouvelle, d'après certains chercheurs qui pensent qu'il a été modifié, qu'il aurait été modifié volontairement et pas naturellement, ils se disent que, et leurs hypothèses ne sont pas bêtes, que la nature a horreur de l'artificiel. Oui. Donc si un virus est naturel, c'est un peu comme une greffe. Quand vous avez une maladie pour laquelle vous avez besoin d'une greffe, on vous greffe un organe qui n'est pas le vôtre. Et quand vous voyez les personnes greffées, elles reçoivent beaucoup de médicaments pour empêcher le rejet. Oui. C'est-à-dire qu'on vous bourre de médicaments qui vont contrer le rejet parce que votre organisme va vouloir rejeter cet élément externe de votre nature. Donc ces personnes ramènent ça à l'échelle du virus en disant, ces chercheurs évidemment, que ce virus, puisqu'il a reçu des fragments génétiques qui ne sont pas de sa nature, au fil des divisions, ce virus va rejeter ces fragments. Et donc, si c'était des fragments qui le rendent virulent, il va, au fil des temps, d'après cette hypothèse, devenir de moins en moins virulent. Ah, donc c'est plutôt optimiste. Ça veut dire qu'au final, le virus se réaccapare son virus. C'est ça. En fait, c'est ça l'hypothèse. Et l'idée, c'est ça. Et d'ailleurs, même quand on voit les traitements qui sont recherchés, on cible parfois les fragments de particules génétiques qui codent spécifiquement pour certaines choses. C'est-à-dire que si un fragment, parce que le fragment d'ADN d'un virus, par exemple, peut coder pour l'hémorragie, c'est-à-dire pour un récepteur qui va se fixer sur une partie de votre organisme et entraîner un phénomène. Et si on l'identifie et qu'on trouve un médicament qui va bloquer ce phénomène, alors on joue sur le traitement. Parce que à ce moment, il ne peut plus vraiment agir par son mécanisme le plus délétère. Oui. Ce n'est pas bête de penser que si on a rajouté des fragments dangereux, ils vont disparaître naturellement. Maintenant, je dis encore, c'est dans l'hypothèse. Bien sûr, ce sont des hypothèses, hein, bien sûr. Hein. Nous n'avons pas trouvé le vaccin encore. Hein. Je te vois venir. Si on prend maintenant le cas, je prends l'exemple justement du VIH, il y a des variations qui se font au niveau de son génome qui font en sorte qu'on ne parvient pas à trouver un médicament parce qu'il change de temps pour esquiver. Et on dirait qu'il est dans un mécanisme d'autodéfense et de survie
pour ne pas disparaître. Voilà. Donc, oui, génétiquement, pour répondre à ta question, oui, le virus peut, on croit qu'il a subi un changement génétique et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut désormais se communiquer à l'homme. On a toujours côtoyé tous ces animaux. L'homme a mangé du pangolin, dans certaines cultures, il mange même des chauves-souris. Oui. Donc, il n'y a pas de raison que maintenant, particulièrement, pour un virus qui existe depuis des années, des millénaires, et que pour un homme qui existe aussi autant d'années, que ce soit maintenant qu'il s'acharne sur l'homme. Donc, il faut qu'il échange. Il s'est changé naturellement ou pas. Donc, on va rester sur ce questionnement. Oui. Voilà, on va rester sur ce questionnement et de toute façon, on applaudit le travail de nos chercheurs. Et déjà, le simple fait que vous nous rassurez sur tous ces éléments et tous ces points, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, vu les informations qui accourent de partout, ça remet tout un peu, je sais pas le terme qu'on utilise, mais ça nous permet de mieux comprendre de quoi il s'agit et de surtout se rendre compte l'importance des recherches. Parce que comme ce virus est en train de muter, étant donné qu'il n'est pas à sa place d'origine, donc il faut vraiment faire des recherches de manière à ce qu'il puisse se réaccaparer ce virus dans son entièreté et redevenir, si je peux me permettre, normal, entre guillemets. Tout à fait, tout à fait. Entre guillemets. Donc j'ai essayé d'être scientifique, hein, donc pardonnez-moi. Là, je suis très étonné, mais c'est bien. Ok, mais écoutez, on va faire une courte pause, Dr Ndé. Merci beaucoup pour toutes ces informations, parce que c'est important vraiment qu'on puisse parler de ce coronavirus et qu'on puisse dire les choses correctement, de manière nette, claire et précise. Donc je vous remercie déjà. Allô? Allô, rebonjour, Dr Ndé. Rebonjour. En tout cas, ce fut un plaisir. On continue alors? Oui, ça va, j'ai trouvé mon verre d'eau. Vous avez bu? Parfait. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Je vous remercie. On a pu parler du virus, de ce qu'il est. Et maintenant, on va peut-être virer sur le côté plus scientifique des recherches. On va se poser la question, mais écoutez, comment se fait-il qu'on parle beaucoup plus des recherches dans les pays étrangers tels que l'Amérique, la Chine et la France? Qu'en est-il de nos recherches... Oh là là, je ne sais même plus trouver les mots. Qu'en est-il de nos chercheurs africains? J'aimerais bien savoir votre avis par rapport à ça. Mais mon avis par rapport à ça, il est assez dur. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de débats là-dessus. Et je suis assez sévère et amer, on va dire. Oui. Nous avons la crème des chercheurs. Ça, ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une réalité. Oui. On a beaucoup de chercheurs, d'ailleurs dans les centres de recherche étrangers, on a beaucoup d'Africains. Donc, première chose. Deuxième chose, d'ailleurs, pour ne pas trop... moi, je travaillais d'ailleurs personnellement pour un centre américain, oui, qui est très connu, le Centre du contrôle des maladies infectieuses. Mm-hmm. Et il y avait plein d'autres Africains qui ont été, qui ont effectué des missions pour ces centres-là de recherche. Bon, c'est une parenthèse. Donc, ces Africains sont très, très intelligents et malins. Mais je ne leur en veux pas, au contraire. Par contre, les pays africains ne sont pas très, je sais pas comment dire ça. C'est tellement énervant que je ne sais même pas Mais la sensation que ça donne, en tout cas de mon œil extérieur, c'est que j'ai l'impression qu'on ne prend pas, on prend pas ça spécialement très au sérieux. Qu'on met un petit peu de côté toutes les recherches scientifiques, parce que quand j'entends qu'on a déjà des vaccins depuis des lustres pour le paludisme par exemple, et qu'on utilise la chloridrine de manière, je veux dire, c'est le médicament important en Afrique. On a besoin de chloridrine, si je me trompe pas, chloroquine, pardon. Voilà, chloroquine, j'arrive pas à le dire. Et je me dis, quand un chercheur africain prononce le mot chloroquine et qu'il dit qu'il y a possibilité de trouver un vaccin avec ça, on ne le prend pas en considération. Ça n'a pas de sens. Disons qu'il y a deux choses. Il y a que l'Afrique a
des laboratoires. On a des centres de recherche en Afrique. On a des centres de recherche, notamment Afrique du Sud, le Sénégal, le Kenya. C'est un pays anglo-saxon surtout. Les pays francophones, on n'en a pas des masses. On a l'Algérie et le Maroc. Mais les quelques pays qui sont nantis en laboratoire sont là, mais dans le classement des instituts, on va dire, des centres de recherche, on va dire. Pas laboratoire, mais des centres de recherche. On est toujours un peu loin dans les classifications. On ne met pas beaucoup le paquet sur le plan des pays dans le soutien de ces chercheurs. Oui. C'est mon point de vue. Ces chercheurs ne sont pas soutenus et donc il y a fuite des cerveaux. Évidemment, il y a fuite des cerveaux parce que c'est un peu comme le football, là. Bien sûr, oui. Ils ont tendance à aller où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent exprimer leur connaissance et leurs compétences. Puis ils sont aussi recherchés par ceux qui peuvent utiliser ces compétences. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler dans leur pays, qu'ils ne veulent pas agir dans leur pays. Et on a des preuves, on a des cas où des chercheurs ont bien avancé dans certaines... Vous connaissez la pharmacopée africaine, on a plein de choses naturelles qui soignent plein de maladies. Bien sûr. On les utilisait et qu'on ne savait même pas comment elles faisaient, mais notre fièvre disparaissait. Donc on a ces choses qui sont utilisées, qui peuvent être développées parce qu'on a maintenant les scientifiques et je ne comprends pas, tout comme vous, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les développer. On ne les développe pas parce qu'on n'a pas le soutien des États, d'une part, je pense, parce que la recherche africaine, les découvertes africaines on ne les connaît pas tellement, pourtant les découvertes occidentales ne sont pas faites que par les Occidentaux. Bien sûr. Ils participent, donc il y a un problème. Donc ça pose problème et donc ces chercheurs devraient être soutenus. Et j'ai discuté encore ici dans une interview où je disais, on me demandait mais quelle est votre solution? Je disais mais il n'y a pas de solution. Moi, si ça dépendait que de moi, on devrait avoir des centres de recherche indépendants déjà, qui puissent fonctionner avec un soutien permanent et que nos Africains chercheurs puissent y développer, exprimer leurs compétences. On a trop de choses qui fonctionnent de façon à l'aveugle, on va dire, mais qui fonctionnent. J'avais la malaria, je ne prenais pas toujours des médicaments modernes. Pourtant, je me soignais. Et parfois, certains médicaments modernes dérivent de certaines de nos plantes. Mais docteur, c'est logique, je veux dire, tout à la base, c'est les plantes. Donc comment est-ce qu'on ne peut pas mettre en avant ce qu'on utilise quotidiennement pour créer des médicaments? C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'effectivement, il n'y a pas ce soutien-là des chercheurs de chez nous. Et c'est problématique. Si des gens pouvaient s'y mettre à fond, si on pouvait avoir des responsables dirigeants qui soient très, j'allais dire, africanistes, vous pensez dans le sens, pas dans le sens... oui, bien sûr, oui. Dans le sens, de promouvoir notre propre recherche, nos chercheurs, de les soutenir, je crois qu'on ferait des miracles, entre guillemets. On voit des choses. Et d'ailleurs, malgré ce manque de moyens, on se rend bien compte qu'il y en a qui se battent tout seuls et qui parviennent quand même à sortir des choses. Justement, très cher docteur, je voudrais voir avec vous la polémique concernant monsieur le chercheur Jérôme Kaïda. Donc, que pensez-vous du protocole établi par Jérôme Kaïda réalisé à Madagascar? Mais voilà un exemple typique. Un exemple très typique quand je suis ce jeune homme depuis quelques années, quand il a commencé à faire ses travaux sur la thémitaire, la plante, et comment il a été combattu. Qu'est-ce que je pense de lui? Mais je pense que c'est un garçon qu'on devrait soutenir, mais à fond. Je pense que c'est un garçon qui devrait avoir un soutien, mais inconditionnel. Aussi bien des politiques que des dirigeants que des financiers africains. C'est un garçon qui a vraiment mis en avant l'efficacité de ce que nous avons localement. Et donc je pense que au-delà, et vous voyez nul n'est prophète chez soi. Bien sûr. Ça n'a pas fonctionné. Il est congolais. Et comment ça se fait que la première chose qu'on a vue circuler concernant son médicament sur les réseaux sociaux, c'était que Madagascar a trouvé un médicament. Mais justement, il a fait des vidéos, il a expliqué tout son parcours et c'était assez étonnant. Il a proposé ses recherches à son pays d'origine,
ce qui est logique vu qu'on a envie de donner le maximum pour son pays. Mais étonnamment, on se retrouve à Madagascar. Voilà. Donc et c'est déjà bien que c'est toujours chez nous. Mais c'est étonnant. Absolument étonnant, je suis d'accord. Mais c'était pour aller dans ce sens que je disais, je suis un peu, voilà, c'est un garçon qui devrait être soutenu, mais il a été écouté dans ce pays. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il a essayé chez lui. Il a plusieurs fois d'ailleurs échappé à des soucis. Oui, heureusement. Donc, quand on voit cela, on se dit, mais on a quand même encore des problèmes chez nous. Voilà, un jeune homme qui est très prometteur, qui a des visions intéressantes, qui est médecin, qui a... Enfin, je sais pas, il n'y a même pas à penser quelque chose de ce garçon. Je ne pense que du bien. Je ne pense que du bien de lui. Et je pense que si j'avais des moyens personnellement, je n'hésiterais pas à le soutenir à fond. Oui, bien sûr, mais c'est vraiment pour mettre en avant qu'il y a un souci. Il y a un souci sur notre continent. On ne valorise pas assez le potentiel de nos enfants, si je peux parler de cette façon. Et surtout, je veux dire, on est en pleine pandémie. Donc, je veux dire, tous les savoirs sont à prendre en compte. Il n'y a personne de plus intelligent que d'autres. Exactement. Exactement. Et ce garçon, il fait beaucoup de choses. Et on voit bien, je ne sais même pas comment c'est possible qu'on ne le soutienne pas et qu'on ne développe pas son protocole. Ici, en Occident, on voit bien ce qui se passe. On tâtonne. Il y a du tâtonnement à tous les niveaux. On s'est rendu compte dans plusieurs situations qu'on avançait vers des mauvais traitements, on posait des actes qui n'étaient pas forcément les bons, etc. Et plus le temps passait, plus on se rend compte, plus le temps passe, plus on se rend compte des erreurs, on essaie des médicaments, on essaie des approches. Donc partout on essaye. Bien sûr, oui. Avec un médicament qui est d'ailleurs à base aussi, entre autres, des produits qui sont entre autres utilisés ici par un grand chercheur français, qu'on ne puisse pas développer chez nous. Ça, c'est quand même assez étrange. Alors, ça, c'est aussi un domaine très important. Mais docteur, vous êtes virologue aussi, n'est-ce pas? Non, non, du tout. Je suis juste médecin et épidémiologiste. Oh, excusez-moi, docteur. Épidémiologique. Vous voyez, c'est difficile tous ces termes. Hein. C'est difficile pour moi. Donc, en tant qu'épidémiologiste, oui. Est-ce que ça vous arrive d'avoir ce genre de problème ici en Belgique? Disons que ce genre de problème, oui. Les seules fois où j'ai véritablement utilisé mes compétences d'épidémiologiste et de spécialiste en santé publique, c'était au sein d'une grande organisation de santé mondiale. Oui. Et d'un grand centre de recherche américain également, qui d'ailleurs m'a détaché comme expert dans ce centre, dans cette organisation de santé mondiale. Donc, localement, ici, je n'utilise pas spécialement ces compétences parce qu'elles ne sont pas mises elles ne sont pas, on n'en tient pas compte. Donc, oui, effectivement, on peut avoir des compétences qui ne sont pas valorisées malheureusement à leur juste valeur. Et ici, encore une fois, en dehors de mes expertises par rapport à cette situation, dans certains petits forums d'échange où on me connaît, oui. Je peux donner mon expertise. Sur le plan plus global, je ne sais pas spécialement utiliser, même si on connaît ses compétences. Oui. Et je vous rappelle que j'ai travaillé, j'étais un expert de cette grande organisation mondiale. Donc, cette organisation de santé mondiale, pour ne pas dire laquelle, moi où on a travaillé effectivement sur une forme de ce virus à l'époque qui menaçait le monde. Oui. J'étais expert dans les procédures de simulation, dans ce qu'il fallait faire comme action si ça arrivait, etc. Donc j'ai une expertise de cela, même si à l'époque elle ne s'est pas autant répandue que maintenant, elle s'est très vite arrêtée. Oui, oui, oui. Donc j'ai cette expertise et je pourrais effectivement l'utiliser, mais je ne l'utilise pas, hélas. Donc on va dire que c'est un problème mondial. Oui, si je puis dire, c'est un problème mondial et c'est bien dommage. C'est bien dommage pour nous, effectivement. On n'est pas toujours... voilà. Mais après, je ne m'en plains pas. Mes compétences sont là, elles demandent qu'à être utilisées. Non, mais c'est un constat à mettre en avant, que ça arrive même dans les pays, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, développés. Tout à fait, tout à fait.
on est là, on est dispo et voilà. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas participé. Bien sûr. Voulu participer. Voilà. Mais écoutez, Dr Ndé, maintenant, pour un peu clôturer et pour revenir sur des ondes plus positives, qu'est-ce que vous pensez de l'après-confinement? L'après-confinement, ça, c'est le voile total, c'est le nuage total. Je vais partir du début. Ce virus qui est en train de se répandre et qui est en train de faire les dégâts, on n'est pas encore sorti de l'auberge, oui, a commencé en Chine officiellement et on n'en est pas encore à la fin. oui. On parle de fin novembre, décembre, on est à 5 mois pratiquement. Donc, de ce côté, on a commencé plutôt vers février, mars. Oui. Ça a commencé, je dirais, on en entendait parler en janvier et février, on a commencé à s'alarmer un petit peu. Voilà. Donc, j'ai pas envie d'être pessimiste. La réalité est que le virus circule, il est réel. Des cas sont observés, comme on les voit, les chiffres, je ne veux pas me prononcer sur les chiffres, oui. Les cas sont là, ils sont réels. Donc c'est un virus qui circule, qui fait des dégâts. On n'a pas encore trouvé de médicament, on est dans la recherche. Donc parce que quand un virus pareil circule, en matière d'épidémie et de pandémie, on a deux axes de combat. On a un axe pour stopper la propagation. On a un axe de prise en charge thérapeutique. Ni pour l'un, ni pour l'autre, on est sorti de l'auberge. C'est-à-dire que quand on veut faire la rupture dans la transmission, on a encore des problèmes. On a parlé des masques, à un moment on disait que c'était pas intéressant, puis on a dit que c'est intéressant, puis on a dit... donc on a des choses qui peuvent permettre de combattre, mais on n'arrive pas à avoir une façon homogène de fonctionner. Oui. Donc ça nous fait penser que en matière de transmission, on est encore loin du compte. Donc, je ne veux pas être très pessimiste, mais la réalité est que on continue à avoir des comportements qui font qu'on peut penser que ça va continuer. Du côté hospitalier, comme je disais, on n'a pas à trouver la solution. Oui. On ne sait pas encore pour trouver tel ou tel autre médicament pour prendre en charge. Et de toute façon, le vrai combat se situe en dehors de l'hôpital parce que tant que ça arrive de l'extérieur, vous pouvez avoir des traitements, vous allez avoir toujours des cas qui vont arriver. Donc, on n'est pas bien sûr plus avancé. L'idéal dans une épidémie, c'est de couper totalement la transmission, l'expansion. Donc, le confinement est nécessaire, plus que nécessaire. Absolument. Il est plus que nécessaire. Les gestes, maintenant, il y a un problème parce que le confinement, on ne va pas rester des prisonniers à vie, malheureusement. Bien sûr. À un moment, il faut apprendre à vivre, entre guillemets, avec le virus. Est-ce que il y a aussi cette approche que certains pays ont essayé, qu'on dit immunité collective, malheureusement, qui ne semble pas fonctionner, pour qu'on puisse se permettre de se dire, bon, tout compte fait, il y a tellement de gens d'immuniser qu'on peut se permettre de... Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, finalement, on est dans une situation où on ne maîtrise pas trop le virus, sa transmission continue à se faire, il continue à se propager. Donc, l'après-confinement, pour en arriver, je ne le vois pas imminemment. Enfin, il est imminent, il est même très imminent, probablement. Bien sûr. On prend des mesures pour sortir, mais je le vois plutôt pas rassurant, parce que déconfiner alors que le virus circule toujours, alors qu'on n'a pas trouvé comment exactement totalement il se transfère, quand on n'a pas trouvé exactement quelles sont ses formes et éventuellement ses autres résistances, je trouve que c'est le déconfinement, c'est hasardeux, on va y aller, mais je dis, il faudra être très vigilant. Il faudra que chacun prenne totalement conscience de la présence de ce virus dans l'environnement et nos vies vont changer. Je vois le déconfinement comme un changement total dans nos vies. Bien sûr. Les câlins vont disparaître, même entre amis qui se connaissaient ou famille. Des choses, on va être très méfiant malheureusement pendant un bout de temps encore, et à raison. Donc comment je vois le déconfinement? Pas très bien. Ok, mais c'est important de l'entendre. Donc on va dire beaucoup de tolérance aussi vis-à-vis... Il faut quand même aussi avoir un peu de tolérance parce que comme on ne sait pas vraiment comment lutter face à ce virus, il est important en fait
de se protéger mutuellement, de protéger ses proches, de respecter les règles de confinement et les règles d'hygiène basiques comme se laver les mains, mettre le masque, éviter les rassemblements. Pour commencer, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. C'est ça. C'est pour ça que je disais tantôt, je le vois mal parce qu'il faudra quand même garder ces principes-là. Bien sûr. Difficilement le respect de ces principes quand on dit aux gens de sortir, on aura tendance à se rassembler, on aura tendance. Pourtant, il faut garder ces gestes que tu viens de citer, absolument. Donc on doit incorporer qu'il n'y aura pas de vacances, qu'il n'y aura plus de sorties, il n'y aura pas de barbecue à 10 000. Mais en fait, c'est juste une question de temps et je pense qu'on est tous capables de pouvoir faire cet effort pour que la société avance. Ça, c'est le côté positif, effectivement. Donc, pour finir, docteur, puisqu'on n'a plus que quelques minutes, alors le côté positif de la chose, c'est quoi? Vous travaillez dur? Mais le côté positif de la chose, effectivement, c'est que on vit toujours. C'est bien, ça permet aussi une remise en question, oui. Quand on a du temps pour réfléchir à la vie, à des projets, etc. Donc au début c'était une psychose, on avait trop peur, on se posait des questions, on paniquait, mais le confinement oblige à une réflexion, à oui. tout. Et on parle aussi beaucoup avec des gens qu'on n'avait pas forcément le temps de rencontrer ou bien dont on n'avait pas souvent le temps de discuter avec. On passe aussi beaucoup de temps en famille. Il y a vraiment le côté positif existe aussi. Je veux dire, il y a des choses qui font que, et peut-être après, quand ça va s'arrêter, les retrouvailles seront aussi intenses finalement. Oui. Donc, on aura, je crois que le côté positif, c'est ça, le questionnement, l'observation, et aussi surtout, pour beaucoup d'humilité, de se rendre compte de la faiblesse finalement de l'humanité. Tout à fait. Parce que là, on est terrassé par oui. Un petit être invisible à une particule, et on se rend compte qu'à ce moment, on se dit, tiens, oui. Peut-être qu'on se rend compte qu'on est peut-être très grand, très fort, mais on n'est pas si fort, on n'est pas si grand. Oui, comme vous disiez, je rebondis, il y a toute une remise en question à faire, se rendre compte qu'on doit respecter la nature, respecter les animaux, se respecter mutuellement et aussi se dire que face à ce genre de choses, on est tous et toutes sur le même pied d'égalité. Absolument, totalement. Voilà, très cher docteur, je vous remercie beaucoup. Voilà. Désolée pour les interférences, c'est pas vraiment évident. Mais en tout cas, merci. C'est à cause de ce virus parce que sur le plateau chez vous, tout va bien. Et là... Eh oui, c'est comme ça. Mais on garde l'information, c'est important. Absolument, absolument. Mais en tout cas, merci beaucoup, docteur Ndé. Voilà. Si, je veux dire, voilà, tout a été dit. Si on peut vous retrouver sur Facebook, je ne sais pas, moi, où est-ce qu'on peut vous retrouver si des personnes aimeraient bien vous rencontrer ou avoir plus d'informations? Et mon Facebook, c'est Francis D. Francis D. Il y a pas mal de Francis D, mais le mien, c'est avec un fond de... Comment vous appelez Alors là, docteur un fond de... Comment vous dites sur Facebook quand on met une image? Un fond d'écran? Voilà, un fond d'écran ou bien une page de profil, une photo de profil. Avec une ambulance et voilà, c'est comme ça qu'on peut me distinguer des autres qui ont mon nom et mon prénom. Ok, parfait. Donc bien, chers auditeurs et auditrices, bien assimiler qu'il y a une ambulance. Oui, c'est Francis D, mais il y a une ambulance. Ok, parfait. Je vous remercie et on n'hésitera pas à reprendre contact avec vous si on a d'autres questions. Ok, avec plaisir, toujours. Ce sera toujours avec plaisir. Et je suis très content de votre enthousiasme, de votre joie de vivre. Ça se sent quand vous parlez. C'est important, docteur. Et vous communiquez bien cela. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok. Bonne fin de journée, au revoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis pour cette Diasparole. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de la Diasparole et je passe la relève à la technique.
C'est déjà la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi en ce dimanche de plus en mode confiné. Nous espérons avoir pu vous divertir comme il se doit. Vous avez écouté successivement Aliou pour le quart d'heure académique, Ned et Mireille pour le 7 jours en Afrique et dans sa diaspora, avec Yves Ledonneau à la rédaction, Fontaine pour l'Africa Sport et à nouveau Mireille pour la Diaspora. Un tout grand merci à Serge pour le montage. Quant à moi, Média, je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas les autres émissions africaines de Radio Campus, la Diaspora Chuchote le jeudi à 15h, ainsi qu'Africana à 19h30. Je vous dis donc à dimanche prochain et surtout, restez chez vous. Venez mes frères, venez chanter.